Bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus, mesdames et messieurs les associés. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous ce soir, ici à Paris ou présents devant vos écrans si vous nous suivez à distance pour suivre cette Assemblée Générale annuelle de votre SCPI Quorum Origine. Merci vraiment d'être là. Assemblée Générale qui va se dérouler, vous en avez l'habitude, en deux temps, avec tout d'abord un bilan de l'année 2023 et puis ensuite le vote des projets de résolution de cette Assemblée Générale. Au cours de cette présentation, vous allez disposer d'un moment pour poser vos questions. Ce sera juste avant le vote des résolutions. Vous pourrez le faire ici à Paris avec un micro qui va circuler dans la salle. Et bien sûr, vous pouvez également poser vos questions à distance via le chat. On relaiera un maximum de vos questions tout à l'heure. Pour débuter cette Assemblée Générale, je vais demander à Philippe Servézy de bien vouloir me rejoindre. Philippe Servézy, président de Quorum Asset Management. Bonsoir. Bonsoir Gaël, bonsoir à toutes et à tous. Comme chaque année, on est ravis de vous retrouver ici ou en ligne pour l'Assemblée Générale de votre SCPI Quorum Origine, qui est la SCPI la plus ancienne et la plus grosse en capitalisation du groupe Quorum. Pour ceux qui ont l'habitude de venir, on va suivre le schéma classique. On va vous parler de l'année 2023 de votre SCPI, de l'année 2023 du marché immobilier, de la collecte, des événements qui ont marqué la vie de votre SCPI, les acquisitions, les ventes. On parlera aussi du début de l'année 2024 et on parlera bien évidemment de la performance financière de votre SCPI. L'objectif de cette Assemblée Générale, c'est qu'on puisse vous présenter de nombreuses choses, qu'on puisse échanger, que vous puissiez nous poser des questions et que vous repartiez de cette Assemblée Générale avec le plus de clarté possible sur votre SCPI et avec un maximum de confiance et de sérénité pour l'année 2024. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente Assemblée Générale. Merci beaucoup, Philippe. Vous reviendrez dans quelques minutes, mais pour ouvrir officiellement cette Assemblée Générale, j'ai le plaisir d'accueillir Johanna Quendolo, directrice juridique du groupe. Bonsoir Johanna, vous allez donc présider aujourd'hui cette Assemblée Générale mixte et vous allez tout d'abord nous redonner le cadre de cette séance. Exactement, merci Gaëlle. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc je suis Johanna Quendolo et j'ai l'honneur et la joie de représenter aujourd'hui, enfin d'incarner la présidente de séance de votre Assemblée Générale mixte. Mixte puisqu'amené à se prononcer sur deux ordres du jour distincts. Un ordinaire qui est, comme chaque année, amené à approuver les comptes de votre SCPI et de sa gestion. Et un ordre du jour extraordinaire afférent, cette fois-ci, à des modifications statutaires d'organisation. En qualité de présidente, je vais être amenée à constituer le bureau de cette assemblée et je vais conséquemment commencer par me tourner vers les deux associés représentant le plus grand nombre de parts. Je vais conséquemment me tourner vers Madame Amandine Lézy, si vous voulez bien accepter le rôle de scrutateur. Merci. Et également auprès de Monsieur Damien Van Hout, si vous voulez bien accepter le rôle de scrutateur. Merci beaucoup. Qui veilleront à la régularité de l'organisation de cette séance. Deuxième formalité, je vais à présent désigner notre secrétaire de séance, Marine Marois, juriste du groupe, auprès de laquelle vous pourrez retrouver toute la documentation qui vous a été communiquée lors de votre convocation, à savoir le rapport du commissaire aux comptes, le rapport de la société de gestion et le rapport du conseil de surveillance. Et auprès de laquelle, excusez-moi, je vérifierai également l'obtention du quorum. Quorum, c'est-à-dire le nombre de voix requis obtenues pour que les
résolution soit adoptée définitivement, qui, je le rappelle, doivent atteindre 25% pour les résolutions de l'ordre du jour ordinaire et 50% pour l'ordre du jour extraordinaire. Les formalités étant terminées, je déclare votre Assemblée générale mixte ouverte. Merci beaucoup, Johanna. On vous retrouvera tout à l'heure pour la dernière partie de cette assemblée avec le vote des résolutions. À présent, ce sont Frédéric Puzin, fondateur de Quorum l'Épargne, et Baptiste Bruno, qui est directeur commercial de Quorum l'Épargne, qui vont me rejoindre sur cette scène. Et nous allons, messieurs, ensemble parler de votre épargne. Baptiste, bonsoir. On va découvrir eh bien, les performances du fonds de cette SCPI Quorum Origine pour 2023, tout d'abord. Bonsoir Gaël, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, vous voyez ici les performances. Je rappelle, et on le voit à l'écran, que cette SCPI elle a été lancée en 2012 avec un objectif qui est un objectif de 6%. La performance de 2023 s'est élevée à 6,06%. Pardon. Et donc cet objectif de performance, il a été atteint et dépassé depuis 12 ans. On voit également que le patrimoine de votre SCPI s'est valorisé régulièrement au fil des années, avec des augmentations plus ou moins sensibles. La dernière a été assez forte, puisque la dernière augmentation a été de plus de 4%, et ce en 2022. On voit également le taux de rendement interne sur 10 ans, qui est de 6,84%. Si je définis le taux de rendement interne, donc le TRI, on va prendre la somme qui a été décaissée initialement. On va faire la différence avec les revenus versés et le capital qui est récupéré à l'échéance. Donc voilà, donc le taux de rendement interne qui est de 6,84% et une performance 2023 de 6,06%. Et je pense, et sans triomphalisme, mais que c'est la seule SCPI qui a été capable de tenir ses objectifs de performance, qui s'en est fixé un. Excuse-moi, mais pourtant, fallait-il fixer des objectifs? Exactement. Et j'allais y venir. Voilà, qu'ils a tenus depuis 12 ans et qui les a dépassés, et dans des contextes dans un contexte qui a plus ou moins changé, avec des conditions qui n'étaient pas les mêmes en 2012 qu'elles ne l'étaient en 2020 ou encore en 2023, une année assez particulière, et Florent et Philippe y reviendront. Est-ce que c'est inquiétant, néanmoins, ce chiffre qui a quand même vraiment beaucoup baissé par rapport à 2022 ? Alors, inquiétant, je ne sais pas si dépasser son objectif de performance est inquiétant. Il a baissé pour plusieurs raisons. Et encore une fois, on y reviendra sur la partie financière. L'augmentation de prix de part a eu un impact, évidemment. Et puis, il y a d'autres éléments. Mais Florent rentrera dans le détail. Voilà, les réponses dans quelques instants. On va revenir maintenant avec un cas très concret d'un associé qui vous aurait fait confiance depuis 2012. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui ? Alors on prend un cas effectivement très concret d'un associé qui a investi 10 000 € en 2012. Je ne sais pas combien ils étaient, Frédéric, en 2012, les associés. Je pense que c'était quelques centaines. Ok, donc il y en avait néanmoins, et ceux qui ont investi 10 000 € en 2012, aujourd'hui, leur patrimoine, donc la partie verte que vous voyez à l'écran, elle vaut à présent 11 350 €, et donc c'est l'augmentation de la valeur du patrimoine. Donc on a matérialisé avec des augmentations de prix de part quand cela était possible et quand le patrimoine se valorisait. Et sur la partie dorée, ce sont les revenus cumulés. Donc on voit qu'en investissant 10 000 € en 2012, aujourd'hui, si on prend et les revenus et le capital, on est quasiment à 20 000 €. Quelques centaines d'associés en 2012, et aujourd'hui, combien êtes-vous ? Combien êtes-vous en 2012, et vous êtes 53 000 associés aujourd'hui, en tout cas au 31 décembre, sur Quorum Origine. Une capitalisation que je vais définir également, qui est d'un peu plus de 2,9 milliards d'euros au 31 décembre 2023. Donc la capitalisation, on prend le nombre de parts fois le prix de part. En l'occurrence, le prix de part, il est fixé depuis l'été 2022 à 1 135 €. Et donc, on obtient une capitalisation de 2,940 milliards d'euros. Après, ce chiffre, il est à relativiser, parce que, comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent et qui ont investi leur épargne dans Quorum Origine depuis quelques années, on a très longtemps, et depuis 2017, limité le développement et la croissance de votre SCPI
pour être capable de faire tenir cette performance dans le temps, et on l'a vu qu'elle a tenu depuis 2012. On reviendra peut-être sur 2024. Mais voilà, donc ça, on a été capable de le faire, et c'est pour ça que cette SCPI, elle pourrait être beaucoup plus grosse finalement, et si elle l'était, elle n'afficherait peut-être pas les performances qui sont les siennes. Donc une augmentation de 14% de sa taille en 2023, dans un contexte qui a changé, qui a été même chahuté si on suit un petit peu la presse spécialisée, en tout cas sur la partie d'immobilier d'entreprise, et donc notamment les SCPI, et donc 53 000 associés au 31 décembre sur Quorum Origine. On peut quand même dire, Baptiste, que le monde a changé. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois, quelques trimestres, on était extrêmement prudent par rapport à la collecte d'épargne qu'on accueillait dans votre SCPI. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus aucune limite. Non. Puisque à l'échelle de l'Europe, on trouve, enfin Philippe va nous l'expliquer tout à l'heure, on trouve le monde, c'est presque devenu un pays de cocagne pour les investisseurs. Et au contraire, notre vœu, c'est de pouvoir accueillir le maximum de nouvelles épargnes pour pouvoir bénéficier de conditions de marché qui sont extraordinaires. Et Florent nous en parlera aussi, pour mettre de la dette, parce que c'est maintenant qu'il faut mettre de la dette. C'est pas quand le marché était cher qu'il fallait mettre de la dette. C'est maintenant qu'il faut le mettre. Le marché est intéressant, il y a de véritables opportunités. Et on a changé complètement on va dire, de posture et de tropisme sur ce sujet-là. En effet, et on l'a vu, et on avait commencé à en parler pour ceux qui étaient déjà présents, et je reconnais certains visages dans la salle. Ceux qui étaient déjà présents l'année dernière, au mois d'avril, ont commencé à vous dire que le marché avait changé et qu'on allait être capable d'investir plus, enfin de commencer par collecter plus d'épargne pour investir plus, puisque les conditions n'étaient plus du tout les mêmes. Et donc c'est ce qu'on a fait concrètement en 2023, encore une fois dans un marché plus compliqué, en collectant une épargne de plus de 385 millions d'euros. On verra ensuite comment cette épargne a été utilisée. Et on voit par ailleurs qu'il y a très peu de clients, d'épargnants qui souhaitent récupérer cette épargne. Alors peut-être parce que les performances et les objectifs sont tenus, mais voilà, on a extrêmement peu de gens qui souhaitent sortir. Et on aura une diapositive juste après, justement, sur ceux qui souhaitent sortir. C'est souvent lié à des accidents de la vie, mais on peut comparer le 385 millions d'euros aux 34 millions d'euros. Et c'est pour cette raison qu'il y a 0 part en attente de retrait au 31 décembre 2023. Et c'est ce chiffre-là que l'on utilise pour calculer la liquidité d'une SCPI. C'est ceux qui veulent sortir peuvent effectivement récupérer leur épargne parce qu'il y a des nouveaux entrants. Alors là, il faudrait quand même qu'on partage avec nos associés quelques réalités de marché. Ce qu'on peut dire, c'est que le niveau de retrait d'épargne, il est extrêmement limité, il n'a quasiment pas bougé. Par contre, on voit apparaître un nouveau phénomène qui n'existait pas. Comme tu le disais, c'était précédemment des accidents de la vie. Donc, des décès, donc des successions. Des décès, des divorces. Et aujourd'hui, ça correspond à une réalité qui est la difficulté, on va dire, pour les foyers à trouver des financements, notamment pour leurs acquisitions immobilières, que ce soit en résidence principale ou résidence secondaire. Et donc, plus de difficultés à trouver des financements. Quand ils les trouvent, la dette est très chère. Et donc, pour faire des apports, notamment pour faire des acquisitions immobilières, mais pas que, on voit apparaître ce phénomène, alors qui ne change pas grand-chose pour votre SCPI, mais qui est une réalité de terrain. Puis alors, l'autre sujet que j'aurais aimé partager avec vous, parce que c'est toujours bon de se rappeler d'où on vient pour comprendre où on va. Je me souviens avoir été apostrophé il y a déjà 5 ou 6 ans sur le thème « Mais qu'est-ce que vous faites avec notre argent ? Vous faites tellement de publicité, de communication, alors vous nous expliquez qu'en même temps, vous limitez la collecte. Alors, on ne comprend pas, vous ne voulez pas collecter plus d'épargne, mais vous faites un battage médiatique pas possible pour faire parler de vous. » Et la réponse que j'avais donnée à l'époque était la suivante, et elle n'a pas changé, c'est que c'est très bien d'avoir un bon produit d'épargne, mais il faut encore-il le faire savoir. Alors, le faire savoir, quand au contraire on a des difficultés à endiguer l'arrivée de collecte, ça peut être contre-intuitif, mais on en bénéficie, vous en bénéficiez aujourd'hui, parce que la performance de votre SCPI, sa notoriété, fait qu'aujourd'hui, on n'a aucun problème à trouver de nouveaux épargnants, et c'est ces nouveaux épargnants qui permettent de fluidifier la sortie des épargnants qui, pour les besoins que j'évoquais tout à l'heure, souhaitent sortir. En gros, voilà, la notoriété porte cette liquidité. Alors, la liquidité, c'est la capacité à pouvoir se faire, à vendre un placement, à pouvoir en sortir, à revendre ses parts de SCPI. Et grâce à cette notoriété, eh bien, on voit qu'il n'y a aucun problème et que c'est une des forces de
de nos SCPI. Voilà, c'est très bien d'avoir des bons produits, faut-il encore le faire savoir et faut-il encore que ces produits soient reconnus comme tels? Oui, on peut rappeler que l'immobilier n'est pas liquide par nature, donc ce n'est pas un placement de court terme. Néanmoins, quand il y a des besoins, et tu l'as dit, pour des besoins de financement par exemple, c'est possible de sortir sur Quorum Origin et ce dans un délai très court. Ouais, un délai de quelques jours versus quelques mois quand on veut vendre un appartement. On peut voir aussi, pour en avoir eu certains en ligne, c'est parfois des épargnants qui étaient obligés de sortir pour les raisons qu'on évoquait, mais qui vendaient un peu à contre-cœur, même parfois à contre-cœur, parce qu'ils étaient satisfaits des performances, mais qu'ils n'avaient pas d'autres options, pas d'autres choix. Tu veux dire qu'ils ne pouvaient pas vendre d'autres parts de SCPI? Non, je n'ai pas dit ça, mais c'est arrivé. Merci beaucoup Baptiste pour cette première présentation. On va maintenant, dans quelques instants, parler de votre patrimoine. Philippe nous rejoindra dans quelques minutes, mais avant de le retrouver sur scène, on va regarder en images les biens que votre SCPI a achetés en 2023 et où. Voilà, on vient de découvrir le résumé de cette année 2023 avec des acquisitions, des ventes aussi pour cette SCPI. Tout à fait, des acquisitions et des ventes en 2023. Avant tout, un grand merci à nos équipes marketing qui ont travaillé à la production de cette vidéo, qui nous permet de synthétiser ce qui s'est passé en 2023 pour votre SCPI Quorum Origin. On va d'abord parler des acquisitions. 4 acquisitions, 200 millions d'euros investis. La grosse différence avec les années précédentes, c'est le chiffre du rendement moyen des acquisitions. Quorum Origin a toujours été une SCPI qui a un objectif de 6%, donc qui investissait en général en moyenne au-dessus de 7%. En revanche, les chiffres qu'on a vus pendant cette vidéo et cette moyenne de 9,2% de rendement, c'est quelque chose qu'on n'avait quasiment jamais vu sur Quorum Origin. On avait pu voir certains rendements assez élevés au tout début, pour les plus anciens d'entre vous, 2013, 2014, notamment les premières acquisitions en Espagne, au Portugal, qui étaient encore des pays, rappelez-vous, qui souffraient encore énormément de la crise des subprimes, de la crise grecque, et c'était compliqué, donc les rendements étaient élevés. Depuis une dizaine d'années, on n'avait pas vu de rendement comme cela. Profitons-en.
ça ne va pas forcément durer. On a peut-être encore une fenêtre d'investissement qui va durer 7-8 mois. Vous entendez tous aux informations, vous lisez dans les journaux que peut-être les taux d'intérêt vont baisser. Si les taux d'intérêt baissent, la conséquence directe, ce sera que petit à petit, les prix de l'immobilier vont remonter. Et donc, mécaniquement, les taux de rendement, ce 9,2%, il va baisser. La stratégie, c'est d'essayer de profiter au maximum de cette période en achetant. C'est ce qu'on fait sur nos 3 SCPI, c'est ce qu'on a fait sur Corum Origine en 2023, c'est ce qu'on va continuer à faire en 2024. Et puis, au fur et à mesure de la remontée des prix, on en tirera les conclusions et on aura une stratégie qui évoluera. On a déjà montré dans le passé, notamment sur votre SCPI, qu'on pouvait limiter, maîtriser la collecte de votre épargne. Et ce sera peut-être à nouveau le cas dans quelques mois, quelques années, si on a à nouveau un afflux de collecte très important. Mais ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de créer un maximum d'immeubles à potentiel de plus-value. Et chaque immeuble acheté, je dirais, depuis le deuxième semestre 2022, depuis le tout début de cette crise, et probablement tous les immeubles qui seront achetés encore en 2024, ont des potentiels de plus-value importants. Philippe, juste pour faire le lien avec ce que nous disait Baptiste tout à l'heure, on a collecté un peu plus de 350 millions d'euros. On a investi 200. Où est-ce qu'est passé l'écart? Alors, il y a 2 éléments importants. À la fin de l'année 2022, pour ceux qui étaient là l'an dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, on était extrêmement surinvesti. C'est-à-dire qu'on avait investi beaucoup plus que ce qu'on avait collecté, notamment via l'acquisition en fin d'année, donc toute fin décembre, d'un très gros immeuble à Bruxelles qui avait coûté à votre SCPI un peu moins de 170 millions d'euros. C'était l'investissement le plus important de votre SCPI à fin 2022. On avait donc utilisé beaucoup de dettes, et on a remboursé une partie de cette dette. Et c'est d'ailleurs l'autre partie de l'explication. L'environnement bancaire a changé. Votre SCPI, comme nos autres SCPI, a recours à l'emprunt bancaire pour acheter dans de bonnes conditions. Et certaines de nos dettes, en 2023, arrivaient à échéance. Et quand une dette arrive à échéance, votre banquier vous appelle et vous dit voilà, nous, alors c'est arrivé sur Corum Origine parce que Corum Origine est une SCPI qui a continué à beaucoup collecter. Donc le banquier nous a dit nous, on voudrait prolonger la dette, mais voici nos nouvelles conditions. La plupart des dettes, elles avaient été contractées en 2017-2018 à des conditions de taux très favorables. Et donc on a fait le choix de ne pas prolonger ces dettes, donc de rembourser le capital restant à rembourser, parce qu'on pensait que c'était défavorable pour votre SCPI de prolonger ces dettes. La dette était trop élevée. Exactement, dans les conditions qui nous étaient proposées. Pour vous donner un exemple très concret, on avait des dettes qui coûtaient 1% à votre SCPI, qui nous auraient coûté 4,5 voire 5% aujourd'hui. Donc c'était plus intéressant pour nous financièrement de rembourser ces dettes et de bénéficier de l'afflux de votre épargne, parce que Corum Origine est un petit peu différente de nos autres SCPI, puisque c'est celle sur laquelle on avait le plus maîtrisé la collecte. Donc on savait qu'en rouvrant un peu cette collecte, on aurait de l'épargne qui pour le coup nous coûte 0, puisque c'est votre épargne, et on a privilégié cette solution plutôt que de poursuivre avec certaines banques, et donc des prêts qui nous auraient coûté parfois 4,5 voire 5%. Alors qu'on savait qu'il fallait attendre quelques mois pour à nouveau avoir des conditions. Pour que ça rebaisse, exactement. La diversification, ça a toujours été un axe très fort de votre SCPI Corum Origine, toujours présente dans 13 pays de la zone euro. C'est très simple aujourd'hui, Corum Origine, elle est quasiment présente dans tous les pays de la zone euro dans laquelle elle peut investir. Les rares pays de la zone euro dans lesquels on n'est pas encore investi sont souvent pour des sujets fiscaux, comme l'Autriche par exemple. Il nous reste quelques pays dans lesquels on pourrait investir, je pense notamment au Luxembourg. Peut-être que le marché actuel nous en donnera l'occasion. Oui, parce que ça fait vraiment une tâche là au milieu. Oui, je suis d'accord, ça me contrarie tout autant que toi. La diversification, c'est très important. Vous avez vu dans les diapositives qu'on avait acheté beaucoup de bureaux en 2023. Pourquoi ? La première des choses, c'est que votre SCPI, elle est déjà très diversifiée géographiquement et en termes de typologie d'immeubles. Donc on peut se le permettre, on garde une bonne diversification avec beaucoup de commerce, beaucoup d'industrie et de logistique, de l'hôtellerie, de la santé et de l'éducation. Pourquoi est-ce qu'on a acheté du bureau ? Tout simplement parce qu'on a été opportuniste et qu'aujourd'hui, les taux de rendement qu'on a vus, je pense notamment aux 10,5% du siège de PwC à Amsterdam, on ne le trouve pas aujourd'hui sur d'autres typologies d'immeubles. Aujourd'hui, le bureau est un petit peu pour les plus anciens associés dans la même situation que le commerce au moment du Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous regardez les rapports annuels de Corum Origine en 2020-2021, vous verrez qu'on a énormément acheté de commerce. Et on tenait un discours à ce moment-là pendant les assemblées générales qui consistait à dire, écoutez,
il y a une typologie d'immeubles sur lesquels les prix ont très fortement baissé, sur lesquels nous on estime que le marché surréagit, donc ça devient une opportunité. C'est un peu ce qu'on vit sur le bureau aujourd'hui, donc à nous d'être opportunistes et d'en profiter tout en gardant cette logique de diversification qui est essentielle. Tu peux nous rassurer, c'est du bureau avec des locataires qui sont dans leur bureau, avec des baux assez longs et sur lesquels on est confiant pour qu'ils restent dans les bureaux. Tout à fait, ce sont des bureaux occupés, c'est la première des choses évidemment. On va visiter tous les immeubles qu'on achète et c'est très important de regarder l'usage qui est réalisé par le locataire. Ensuite, la deuxième protection, on l'a toujours dit, c'est la durée du bail. C'est aussi pour ça qu'on essaye d'être le plus présent possible à l'étranger, puisqu'on l'a souvent dit, l'environnement juridique et réglementaire est plus favorable dans la majorité des pays de la zone euro que par rapport à la France, où souvent on a recours au fameux bail 369, qui permet aux locataires de partir tous les 3 ans. Vous avez vu au cours de l'année 2023 et puis au cours des années précédentes qu'on a parfois acheté sur Quorum Origin sur des baux de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Et parfois, il y a des secrets un peu de famille qui ne sont pas dévoilés dans ces diapositives, mais qui sont aussi importants. Je vous donne un exemple. Un des gros immeubles qu'on a acheté l'an dernier, je reprends toujours cet exemple, c'est ce fameux siège de PwC à Amsterdam. Eh bien, il se trouve qu'on a discuté avec le locataire au moment de l'acquisition, parce que c'est un très gros immeuble, avec un bail ferme de 5,5 ans, qui est plutôt la fourchette haute, si on compare au marché français. Mais sur un gros investissement comme ça, nous, il faut qu'on ait de la visibilité pour protéger votre épargne. On a parlé avec le locataire, et on a un préaccord avec lui qui consiste à dire que moyennant certains travaux pour rendre l'immeuble plus ESG, il voudrait s'engager sur le très long terme sur cet immeuble. Et ça, c'est une des grandes forces, je pense, de vos SCPI, c'est qu'elles sont gérées en direct via des experts locaux. On a un bureau à Amsterdam avec des gens qui peuvent se rendre dans ces bureaux en 15 minutes pour discuter avec les locataires. Et ça nous permet d'avoir un niveau d'information et un niveau de proximité avec nos locataires qui permet de créer énormément de valeur pour votre patrimoine. Parce qu'évidemment, ce 5,5 années que vous voyez, qui veut dire que si on faisait un seul bail de tous les contrats de location de votre SCPI, on serait sécurisé jusqu'en juillet 2029. Si demain, on re-signe avec PwC, mais c'est un exemple, je pourrais en citer une dizaine d'autres, évidemment ce chiffre va fortement augmenter. L'autre élément important, c'est le taux d'occupation financier qui reste très élevé, plus de 97%, ce qui est vraiment élevé pour, je le rappelle, un patrimoine qui est quasiment à 3 milliards aujourd'hui sur votre SCPI. C'est le nerf de la guerre, la vacance locative, c'est le pire ennemi d'une SCPI, c'est le pire ennemi de la performance. C'est pour ça qu'on a des équipes de gestion qui sont sur le pont au quotidien pour échanger avec les locataires, pour signer de nouveaux contrats de location, pour étendre la durée des baux. On regarde un petit peu ce qui se passe depuis le début de cette année 2024 ? Oui, alors c'est toujours la récompense pour les gens qui viennent à l'Assemblée Générale, pour les gens qui la suivent. On donne un petit peu d'informations très très fraîches sur le début de l'année 2024. Ça ne te dérange pas de donner l'information, Philippe ? Ça ne me dérange pas de donner l'information. Le début de l'année 2024 assez riche avec des acquisitions et déjà des ventes. Je vais commencer par les acquisitions, plus de 70 millions d'euros depuis le début de l'année, avec notamment un immeuble logistique et industriel en Espagne à côté de Bilbao. Je vantais les mérites de l'étranger, c'est un bon exemple. Le bail avec cette société Teneco, il est d'une durée ferme de 20 ans et il est triple net, on vous en a déjà parlé, ça veut dire que c'est le locataire qui est responsable de payer toutes les charges et de réaliser tous les travaux dans l'immeuble. Nous, sur cet immeuble, on n'a rien à faire à part facturer chaque trimestre et prendre notre rendement de 8,5%. Très bien, Philippe, c'est bien d'avoir un bail très long terme, 19 ans. Tu vas me parler du locataire. C'est bien d'avoir aucune charge, il s'occupe de tout. Et si le locataire ne paye pas, ça n'a pas de valeur. On est bien d'accord. C'est pour ça, et je vous l'ai déjà dit, et je le répète parce que c'est quelque chose de très important, que depuis 2016, au sein des équipes immobilières, on a une cellule qui est dédiée à l'analyse financière des locataires. Parce que Frédéric a totalement raison. Un bail ferme, c'est très bien, vous pouvez avoir le bail le plus long du monde. Si votre locataire n'est pas en capacité de payer le loyer, votre bail, il n'a plus aucune valeur. Donc on a une analyse financière très poussée qui est faite sur chacun des locataires et on adapte nos demandes du niveau des garanties en fonction de l'analyse financière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même si on a un locataire très solide, si la durée du bail est très longue, on va en général lui demander, par exemple, une garantie bancaire de 12 mois couplée au paiement d'un dépôt de garantie de 12 mois, ce qui veut dire qu'on aura 2 ans de loyer sécurisé
si jamais le locataire avait un problème, et cela malgré le fait qu'on ait une analyse financière très positive. Parce qu'un locataire, c'est une entreprise sa vie. On connaît tous des entreprises qui allaient très bien il y a 20 ans et qui vont moins bien aujourd'hui, donc c'est à nous d'aller chercher un maximum de sécurité. Et ces garanties vous permettent d'avoir du temps derrière pour relouer. Pour relouer l'immeuble en cas de problème avec le locataire. Tout à fait. Le deuxième immeuble qu'on a acheté, et là c'est tout frais puisqu'on a signé vendredi dernier, on est à Cork, la seconde ville d'Irlande, et c'est ce qu'on appelle un retail park, donc c'est un ensemble commercial avec plusieurs locataires. Tu veux dire un centre commercial? Alors, c'est pas tout à fait un centre commercial, parce que quand on dit centre commercial, on pense tout de suite aux très très grands centres commerciaux comme on a dans Paris, dans le nord de Paris, dans le sud de Paris, on les connaît, où vous rentrez et vous avez une sorte d'expérience. Là, on est plutôt sur un ensemble commercial de plein air, en sortie de ville. C'est pour ça qu'on appelle ça du retail park, qui est très performant, notamment dans les pays anglo-saxons, où il y a une vraie culture d'aller faire ses courses en sortie de ville. On est sur un volume de plus de 50 millions d'euros, et là encore, on tombe sur des rendements à l'acquisition qui sont très élevés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces typologies d'immeubles, elles sont très recherchées, puisqu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont collecté de l'argent sur des thèmes liés au commerce, et donc qui cherchent à investir, ce qui évidemment crée une pression inflationniste sur les prix. Donc on profite au maximum de la période actuelle pour engranger ce type d'immeuble. Le fait que ce soit un volume assez important, plus de 50 millions d'euros, fait qu'aujourd'hui, on est un peu seul, avec moins de concurrence, et donc ça nous permet d'aller chercher des taux de rendement élevés, comme on le voit ici, avec près de 8% de taux de rendement. Ça veut dire, Philippe, qu'on rediversifie en ce début 2024? Exactement, c'est exactement ça, Gaël. On a fait beaucoup de bureaux en 2023, et on voit que dès le début 2024, tout de suite, on rediversifie, et c'est pas la fin de la diversification, puisqu'on travaille sur de nouveaux projets qui devraient voir le jour d'ici le début de l'été. L'autre point important, vous avez vu qu'en 2023, on avait vendu des immeubles. On a recommencé en 2024. Alors certains d'entre vous pourraient nous dire, mais pourquoi vous vendez? C'est pas du tout un marché favorable à la vente. Et vous auriez raison. Mais c'est pas parce que le marché n'est pas favorable à la vente qu'on peut pas vendre. Si je prends l'exemple de l'année 2022, on en a parlé lors de la dernière Assemblée Générale, on avait vendu sur des volumes très importants, souvenez-vous, plus de 130 millions d'euros vendus en 2022, et notamment ce très gros immeuble de bureau à Francfort qu'on avait vendu pour 95 millions d'euros, qui avait généré 24 millions d'euros de plus-value, qui vous avait été redistribué. On ne pourrait pas le refaire aujourd'hui. On a été pour le coup assez inspiré de le vendre en 2022, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu d'investisseurs qui pourraient se positionner à près de 100 millions d'euros sur un immeuble comme celui-ci. En revanche, ce n'est pas interdit de réfléchir à des immeubles qui vont intéresser un certain type d'acquéreurs dans le contexte de marché actuel. Qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien, tout simplement des immeubles de taille plus réduite. Vous l'avez vu sur nos ventes de 2023, on était plutôt sur des volumes entre 10 et 15 millions d'euros. Vous le voyez encore sur ce début d'année avec cet immeuble aux Pays-Bas qui avait été acheté en janvier 2016. Il est vendu pour un peu moins de 20 millions d'euros. Il avait été acheté par votre SCPI en janvier 2016 pour 15 millions d'euros. Il générait un taux de rendement de plus de 8%, il avait été acheté à 8,25% avec l'indexation et générait près de 8,5% de rendement. Pourquoi est-ce qu'on le vend? Tout simplement parce qu'il avait été acheté sur la base d'un bail ferme de 13 ans, que ce bail, le temps passe, aujourd'hui il reste à peine 6 ans, et qu'on ne va pas prendre le risque d'aller renégocier ce bail. On profite du fait que 6 ans, ça intéresse encore certains investisseurs, c'est un peu la limite pour justement aller chercher un investisseur, et on est allé chercher un investisseur qui était déjà présent à Venlo, sur ce parc industriel qui est situé très proche de la frontière allemande et qui serait intéressé, en tout cas on en avait la conviction, pour acheter cet immeuble. Et donc si on arrive à trouver le bon immeuble et le bon acquéreur, on peut encore vendre des immeubles. Alors c'est un peu différent, c'est pas forcément via un appel d'offres, mais ça permet de générer de la performance et vous en avez bénéficié puisque l'intégralité de la plus-value, pas l'intégralité d'ailleurs, 90% de la plus-value vous a été distribuée le 12 avril dernier sur vos comptes en banque. Merci beaucoup Philippe. On vous retrouvera dans quelques minutes pour répondre aux éventuelles questions de la salle ou de celles et ceux qui nous suivent à distance. On va maintenant vous donner encore quelques chiffres avec Florent de l'Église. Florent qui gère la performance de cette SCPI Coram Origine. On va débuter avec vous, Florent, avec la partie financière et les principaux résultats pour l'année 2023. Bonsoir Gaël, bonsoir à tous. Alors effectivement, vous l'aurez compris, suite aux interventions de Frédéric, de Philippe et de Baptiste,
L'année 2023 a été une nouvelle fois particulièrement riche en événements et dynamiques pour votre SCPI Quorum Origine. Et ce que je vous propose, c'est d'illustrer ce qui vous a été présenté jusqu'ici avec quelques chiffres. Et commençons par nous intéresser aux résultats de votre SCPI en 2023. S'il y avait 3 chiffres à retenir, les voici apparaître derrière moi ou chez vous sur vos écrans. Le premier, les loyers facturés chaque mois ou chaque trimestre aux 350 locataires qui occupent vos immeubles. Ces loyers constituent la principale source de revenus de votre SCPI et ils s'élèvent à 207 millions d'euros en 2023. Second chiffre à retenir, le résultat immobilier. Le résultat immobilier correspond au loyer, diminuer des charges liées aux immeubles qui ne sont pas récupérables auprès des locataires pour 10 millions d'euros et diminuer des intérêts sur les emprunts bancaires long terme, emprunts liés à des immeubles pour 1 million d'euros. Le résultat immobilier est donc de 196 millions d'euros en 2023. 207 millions d'euros, 196 millions d'euros, ces 2 premiers chiffres sont très proches et cela s'explique par la nature et les conditions des contrats de location qui lient les locataires de vos immeubles à votre SCPI et qui prévoient que la majorité des charges liées aux immeubles, comme les taxes foncières ou les frais de maintenance, soient supportées directement par les locataires. Les fameux beaux triple nets auxquels Philippe faisait référence tout à l'heure. Troisième chiffre, et pas des moindres, le résultat net. Le résultat net correspond au résultat immobilier, diminué cette fois-ci des frais de fonctionnement du fonds, comme les frais de gestion, les frais d'expertise, d'audit, frais bancaires pour 28 millions d'euros. Diminué également du résultat financier, qui est essentiellement constitué des intérêts sur les emprunts bancaires court terme, cette fois-ci, non liés à des immeubles, pour 12 millions d'euros. Et diminuer enfin de la provision pour gros entretiens, provision ou réserve constituée pour effectuer des travaux visant à maintenir l'état de vos immeubles, pour 1 million d'euros. On peut s'arrêter 2 secondes là sur ce résultat financier. Alors tu nous as expliqué que les charges financières, c'était une dette qui était rattachée à un immeuble. Et donc ça veut dire qu'on a un autre type de dette qui sert à faire quoi? Exactement. En fait, en SCPI, on a recours à 2 grandes familles de dettes. Première dette assez classique, traditionnelle, qui sont liées à des immeubles. Donc on va apporter un immeuble en garantie à la banque, en face de quoi elle va nous offrir une dette. Et l'autre, Enfin, nous offrir nous proposer un financement et une dette. Et l'autre grande famille, court terme, est ce qu'on appelle des lignes de trésorerie qu'on est en capacité de tirer et de rembourser à chaque instant, et qui nous permettent donc d'anticiper la collecte pour réaliser des acquisitions, donc acheter plus vite des immeubles, saisir des opportunités, commencer à collecter des loyers et ainsi créer de la performance. Le résultat net donc de 155 millions d'euros en 2023, soit 67,36 € par part, en progression par rapport à 2022 où il était de 64,70 € par part. Et ce résultat vous a été intégralement distribué sous forme de dividendes versés directement sur vos comptes bancaires le 10 de chaque mois. Alors, on va voir maintenant comment ces résultats, ces dividendes se traduisent en performance. Exactement. Alors, ce que je vous propose, c'est effectivement de regarder comment ces dividendes se traduisent en performance. Pour rappel, le principal indicateur de performance en SCPI est ce qu'on appelle le taux de distribution. Le taux de distribution, c'est la somme des dividendes qui vous ont été versés, divisé par le prix de part au 1er janvier de l'année. L'objectif de performance de taux de distribution de votre SCPI Quorum Origine est de 6%, et cet objectif a été atteint et dépassé pour la 12e année consécutive, comme le rappelait Baptiste en introduction. Alors vous l'aurez remarqué, ce taux de distribution baisse entre 2022 et 2023. Il était de 6,88% en 2022, il passe à 6,06% en 2023. Il y a 2 raisons principales qui peuvent expliquer ça. La première, c'est que nous avons augmenté le prix de part en 2022 d'un peu plus de 3%, avec un prix de part qui est passé de 1090 à 1135 €. Augmenter le prix de part, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça témoigne du fait que la valeur de vos immeubles, de votre SCPI et donc de votre épargne s'apprécie. Mais lorsqu'on augmente le prix de part, on augmente le dénominateur pour le calcul du taux de distribution. Donc on rapporte les dividendes qui vous ont été versés à un prix de part plus élevé. Si nous n'avions pas augmenté le prix de part en 2022, le taux de distribution 2023 ne serait pas de 6,06, mais de 6,30%. Et en progression. En progression, tout à fait. Il serait plus élevé. Il serait plus élevé de près de 0,30%. Et l'autre élément qui peut l'expliquer, Philippe y a fait référence aussi tout à l'heure, c'est que nous avons réalisé moins de ventes en 2023 qu'en 2022. Le marché immobilier en 2023 était plus favorable aux acheteurs qu'aux vendeurs, ce qui nous a permis de bénéficier d'excellentes conditions pour réaliser des acquisitions, mais ce qui nous a mécaniquement offert un petit peu moins d'opportunités à la vente. Bon, ça ne nous a tout de même pas empêché d'en réaliser quelques-unes, de réaliser des plus-values et de vous les distribuer sous forme de dividendes, et ces dividendes contribuent à la performance 2023 à hauteur de 0,12%. En résumé, les performances de votre SCPI Quorum Origine sont très bonnes, elles sont constantes, stables dans la durée,
et l'objectif est atteint et dépassé pour la 12e année consécutive. Et dans cette idée de stabilité, de continuité, il y a un dernier élément, un dernier indicateur dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il s'agit du prix de part ou plus généralement des valeurs de votre SCPI. Alors certains d'entre vous l'ont peut-être entendu ou lu dans la presse, certains acteurs de l'immobilier ont rencontré des difficultés en 2023 avec la valeur de leurs immeubles. S'il existait encore un doute, je vais le lever tout de suite, la valeur de vos immeubles et de votre SCPI se porte très bien. Pour rappel, sur la méthodologie, au 31 décembre de chaque année, nous calculons en SCPI ce qu'on appelle une valeur de reconstitution. La valeur de reconstitution, c'est la valeur de marché des immeubles détenus par votre SCPI, augmentée des autres éléments qui la composent, comme la trésorerie. Je t'interromps une seconde, la valeur de marché, c'est ces fameux experts qui la... Tout à fait, Oui. tout à fait. Il y a des experts qui viennent chaque année donner une valeur, un prix auquel ils estiment qu'on sera en capacité de vendre les immeubles. Et D'accord. c'est sur cette base-là qu'on va faire ce calcul. Et l'expert de Quorum Origine, c'est qui? Et l'expert de Quorum Origine, c'est BNP Real Estate en l'occurrence, Très bien. qui est un des grands experts de la place. Et aussi un très grand gérant de SCPI. Et également un Donc gérant nous de... avons les mêmes experts que BNP, en fait. C'est exact. Et enfin, pour terminer sur ce calcul de valeur de reconstitution, il faut également y ajouter les frais qu'il faudrait engager pour reconstituer votre SCPI à l'identique, refaire l'acquisition de l'ensemble des immeubles. Ça va être les frais de souscription, mais aussi les frais d'acquisition ou les impôts qu'on va payer lorsqu'on achète un immeuble. Cette valeur de reconstitution est importante parce qu'elle sert de référence pour le prix de part. Le prix de part en SCPI est fixé par la société de gestion dans une fourchette comprise entre moins 10% et plus 10% par rapport à la valeur de reconstitution par part. Alors nous l'avions évoqué le 11 janvier dernier lors de la présentation des résultats, mais les valeurs de votre SCPI se portent bien, encore une fois, n'ont été que peu impactées par le contexte macroéconomique et géopolitique, contexte de forte inflation, forte et rapide, et donc de forte hausse des taux d'intérêt également, encore une fois forte et rapide. Et la valeur de reconstitution par part passe de 1 172 € au 31 décembre 2022 à 1 146 € au 31 décembre 2023. Donc elle reste inférieure. Elle reste inférieure au prix de part de près de 1%, ce qui effectivement confère une certaine marge de manœuvre. Elle reste supérieure au prix de part. Elle reste supérieure au prix de part de plus de 1%. J'essaie de voir si tu suis, mais non. Supérieure de Mais plus de on a eu 1%. des murmures dans la salle et la salle suit en revanche. Donc ça, c'est bon. C'était un test, merci. Bon, donc on a une part de SCPI qui est légèrement décotée par rapport à la valeur. Tout à fait. Tout à fait. Pour conclure sur ces éléments financiers, les résultats sont bons, les performances sont bonnes et constantes dans le temps. Elles sont supérieures à l'objectif de 6% pour la 12e année consécutive et les valeurs de votre SCPI se maintiennent, ce qui place votre SCPI Quorum Origine dans d'excellentes dispositions pour 2024. Merci beaucoup, Florent, pour ces explications et ces chiffres. On va demander à Baptiste et à Philippe de nous rejoindre, de vous rejoindre, pour procéder à la petite séance de questions. Si vous en avez ici dans l'auditorium à Paris ou pour celles et ceux qui sont à distance, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Nos experts vont y répondre. On y va pour la séance des questions. Pour l'année prochaine, il faut songer à une petite chorégraphie, messieurs, sur ce petit jingle pour lancer la séance de questions-réponses. Allez, c'est parti. Bonjour, monsieur. Allez-y. Vous m'entendez là? Oui. Bonjour. J'ai deux questions. La première, sur le graphique, vous mettez l'enrichissement de l'associé entre les 10 000 € investis à l'origine et les 13 350 d'aujourd'hui, plus les dividendes. Oui. Si je revends les parts, je ne les vends pas 1100. Vous les vendez au prix de 11 retrait. 335. C'est la valeur, effectivement, c'est les revenus qui ont été perçus et la valeur départ. En effet, si vous retirez, c'est le prix de retrait qui Donc s'appliquera. l'enrichissement Donc est un c'est les petit peu plus faible. 1135. On n'a pas évoqué une condition de sortie, mais effectivement, si on devait sortir, c'est le prix de retrait qui s'appliquera. Et donc, ce serait le 1135 moins les 12%. Et donc, on est quasiment à 1000 € puisqu'on est à 999 € et 9 980. 80 centimes, je crois. Voilà, enfin, je voulais préciser ça. Deuxième question, vous en parlez pas ou très peu, ce sont les immeubles qui sont vides. Il y en a à peu près 5% si on regarde le taux d'occupation physique. Est-ce qu'il y a dans vos immeubles, en Allemagne ou aux Pays-Bas, des points durs?
Alors, il n'y a pas 5% des immeubles qui sont vides parce que le taux d'occupation physique, et je l'ai évoqué quand on parlait de Quorum XL, n'est pas vraiment le reflet du taux d'occupation, du vrai taux d'occupation. Il faut regarder le taux d'occupation financier parce qu'on a des immeubles qui sont vides physiquement, donc on doit vous l'indiquer, mais on a des locataires en fait qui sont encore engagés pour 5 ans et qui nous ont payé déjà les loyers. Donc en fait, sur lesquels on est en phase de retrouver des locataires, mais les locataires précédents étaient déjà engagés. Donc en fait, on a l'argent en face. Donc c'est pour ça que c'est le taux d'occupation financier qu'il faut prendre en compte. Et la vacance financière, si on rentre dans le détail, c'est 2,6%. Donc c'est 2,6% des immeubles dont on parle. Est-ce qu'il y a des points durs? Oui. Il y en a, c'est une minorité. Il y a un immeuble industriel en Espagne sur lequel on est en discussion avec un locataire dans le sud de l'Espagne. Il y a une galerie marchande dans l'est de la France qui est très petite, qui avait été achetée au tout début à Amnéville, qui est difficile. Mais on parle là d'un volume d'environ 1 million d'euros. Sur le reste, honnêtement, il n'y a pas de point dur. Pour moi, c'est 2 points durs, donc vous voyez que c'est quand même très à la marge. Mais encore une fois, sur ça, on est très transparent et vous avez tout le détail de la vacance dans le rapport annuel. Merci. On n'a pas d'état d'âme sur l'occupation du patrimoine. Non, pas du Encore une tout. fois, la SCPI, c'est l'intérêt, c'est de mutualiser et on n'a pas de souci de fond. Non, et c'est l'intérêt de la SCPI d'ailleurs, c'est que la diversification protège, même quand il y a des, comme vous dites, des points durs. Après, on ne peut pas en voir en permanence. Alors même si on essaye de le faire, on l'a fait pendant très longtemps sur Quorum Origine, un patrimoine occupé à 100%. Et il y a des phases un peu plus difficiles, mais vous voyez que ça reste extrêmement marginal. Merci beaucoup, monsieur. Moi, j'aurais juste 2 questions. La première, qu'est-ce qui s'est passé avec l'AMF? Et puis la deuxième, est-ce que le télétravail a une incidence sur vos achats de bureaux notamment voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec l'AMF? À quel sujet? Je sais pas, il y a eu une histoire avec l'AMF où ils ont jugé que vos coûts de communication étaient peut-être... Non, pas les coûts de communication. D'accord. C'était que les communications ne répondaient pas à la réglementation. Oui, L'AMF d'accord. a jugé que ça ne répondait pas à la réglementation, mais dans C'était la en conclusion 2021. de l'AMF, il n'y a pas eu de blâme d'ailleurs, dans les conclusions de l'AMF, la première des conclusions, c'est que tout va bien pour les porteurs, c'est-à-dire que l'argent est géré et qu'il n'y a pas de sujet dans la qualité de la gestion, ni dans la probité de la gestion. Et après, c'est surtout des sujets de ce qu'on appelle la loi anti-blanchiment, sur des procédures de validation de vos pédigrés, mesdames et messieurs, où la réglementation est extrêmement exigeante et stricte. Il y avait quelques cas où des dossiers étaient incomplets, donc c'est notre fait. Alors, on s'est beaucoup amélioré là-dessus, mais ça portait essentiellement là-dessus. Et après, oui, il y avait sur nos communications, parce qu'on attire l'attention, parce qu'on communique énormément. J'ai expliqué pourquoi tout à l'heure, on communique énormément. Hein. C'est pour ce sujet de vous protéger et nous protéger en tant que gérant sur le fait que les produits soient connus et que donc, si les gens veulent sortir, il y a toujours quelqu'un qui veut rentrer, parce que la performance est là. Et que c'est vrai qu'on a utilisé des choses qui n'avaient jamais été faites auparavant et qui n'étaient pas forcément couvertes par réglementation. Le régulateur a jugé qu'on n'avait pas respecté la réglementation de ce point de vue-là. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on a fait des films, des vidéos, des affichages dans les métros, dans les bus. Voilà, on a proposé des innovations et voilà, donc on nous a demandé de communiquer de façon un peu différente. Et rappelons peut-être que cela portait sur des choses qui ont été faites en 2017-2018 et qu'on en a tenu compte et on a fait évoluer notamment les procédures internes par rapport aux justificatifs pendant les souscriptions et également sur nos communications. Donc c'est des choses dont on a évidemment tenu compte dès qu'on a eu le rapport. Et ce qui est très important dans ce que vous dit Frédéric, c'est qu'effectivement, il y a eu un contrôle sur la communication, sur la documentation et sur la gestion, et qu'il n'y a eu aucune sanction sur la gestion. C'est vraiment sur la communication et, comme le disait Frédéric, la documentation. Et ça, c'est un point, je pense, qui est relativement rassurant. Pour parler de votre deuxième question, qui est le bureau, parce que je pense que pour le coup, c'est une question que j'ai eue pendant le cocktail avant, donc c'est un point qui intéresse beaucoup de gens. C'est une question qu'on a depuis finalement le Covid-19. Nous, on a toujours dit qu'on croyait fortement au bureau, parce que déjà, on prend notre exemple à nous, on considère qu'on est une entreprise avec une ADN assez forte, et on se rend compte que les gens, c'est difficile quand vous arrivez dans une entreprise de s'imprégner de cet ADN si vous êtes à distance. Ensuite, on échange avec les directions immobilières de
très grands groupes qui sont nos locataires. Et je prends souvent cet exemple que je trouve très parlant sur le changement des mentalités. Si vous vous souvenez, en 2020, au moment de la Covid-19, les premières entreprises qui ont renvoyé tous leurs salariés au bureau, qui ont renvoyé tous leurs salariés chez eux, qui ont pris les mesures les plus drastiques, c'est les géants de la tech. Je pense à Google. Google, c'est un de nos locataires. Et aujourd'hui, quand on échange avec eux, on se rend compte qu'ils ont complètement changé de prisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement ils rappellent les gens au bureau, mais d'une certaine façon, ils les intéressent à revenir au bureau. Alors là, je ne vous parle pas de Google en France parce que ce serait illégal, mais aujourd'hui, les salariés de Google en Irlande notamment, ils ont un vrai intérêt financier à être en Irlande et à aller au bureau. Et c'est quelque chose que tous les géants de la tech sont en train de suivre et qu'on voit, nous, de plus en plus au niveau de nos locataires. Il y a des ajustements. On a des locataires, par exemple, qui étaient engagés sur des immeubles de 6 étages et qui nous disent « on veut renouveler sur du bureau sur 5 étages et on aimerait bien que vous nous fassiez une salle de sport ». Parce que pour continuer à faire venir les gens au bureau, eh ben on ajuste et on fait une salle de sport. Alors pour nous, ça ne change pas grand-chose parce que le locataire, il se réengage et il se réengage sur du très long terme. Il y a des demandes qui sont liées à des travaux sur, par exemple, rendre le bâtiment plus vert, plus performant énergétiquement. Mais là encore, c'est une occasion aussi pour nous de discuter avec nos locataires et d'allonger les baux. Donc, on croit encore beaucoup au bureau. Très franchement, on considère, comme je le disais pendant la présentation, que le prix des bureaux a fortement évolué et que le marché a surréagi. En revanche, il faut prendre des sécurités, il faut le bon locataire, il faut la bonne durée de bail, il faut vérifier, et c'est très important, comment le locataire utilise le bureau, est-ce que les plateaux sont remplis, est-ce qu'il y a des gens, et voilà, si c'est une fourmilière, si ça part dans tous les sens, c'est très bon signe, et encore plus si c'est une grande entreprise engagée sur du long terme. Et pour reprendre, enfin, votre question est extrêmement intéressante et extrêmement révélatrice de notre façon de gérer. C'est-à-dire que le fait que vous posiez la question, monsieur, ça veut dire que tout le monde dans la salle se pose la question. Et tous les investisseurs immobiliers se posent la question. Donc quand tout le monde se pose la question au même moment, ça crée un doute. Ce doute, il crée une dépression monétaire, une surpression monétaire. C'est ce qui fait que tout le monde va aller au même endroit acheter la même chose au même moment, ou tout le monde va partir en courant de la même chose au même moment. Alors après, il faut juste, par rapport à ça, parce que derrière votre question, évidemment, il y a une réalité. On ne va pas se voiler la face, il y a des tours qui sont vides à la Défense. C'est un fait. Mais si vous dites, OK, cette surpression ou cette dépression, le fait que tout le monde, plus personne ne veut faire de bureau parce que le bureau est un risque, on a décidé que tout le monde allait quitter les bureaux, ce qui n'est pas la réalité. À ce moment-là, il faut évaluer votre risque réel. Quelle est la prime de risque qui va en face? En gros, à quel prix ça devient intéressant d'acheter du bureau pour couvrir mon risque? Et ensuite, faire le travail. C'est-à-dire s'assurer d'acheter des bureaux au très bon prix, en étant certain que le locataire, lui, il ne va pas faire comme ce que vous imaginez, partir en courant. Et c'est là que vous faites les très bonnes affaires. La seule difficulté à ce moment-là, au moment où vous investissez, c'est qu'il faut être sûr de ne pas se tromper. Et la difficulté psychologique pour un investisseur, c'est de se dire, je vais faire un truc que personne ne fait. Est-ce qu'au bout du compte, je ne fais pas une erreur? Et notre métier, c'est ça. C'est d'être certain qu'on ne fasse pas d'erreur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas. Hein. Malheureusement, il nous arrive de faire des erreurs. Mais la performance de votre SCPI sur 12 ans, c'est 6% réguliers, avec des augmentations de prix de part. Ça n'est que ça. Depuis 12 ans, on n'a fait que dérouler cette stratégie. Donc c'est pour ça que je vous remercie votre question, parce qu'elle nous permet véritablement de vous dire comment on travaille. Et pour les plus anciens dans la salle, ils se rappelleront qu'en 2021, au moment de l'Assemblée Générale qui portait sur l'année 2020, on a eu exactement la même question sur le commerce et sur l'hôtellerie. Et aujourd'hui, le commerce et l'hôtellerie sont parmi les immeubles les plus recherchés par les investisseurs et parmi ceux qui vont très vite, avec la baisse des taux d'intérêt, coûter le plus cher. Eh bien, merci monsieur pour cette question. Oui, allez-y. Bonjour, merci pour les échanges. J'ai deux questions. La première, j'ai vu les sessions, si j'ai bien vu le slide, il y a eu 3 sessions en 2023. Tout à fait. Sur les 3 sessions, il y a 2 immeubles qui se sont vendus avec des plus-values à 100 000 et 200 000 euros. Sauf de ma part, c'est ça. Donc, ce sont des très faibles plus-values. Tout à fait. Vous nous avez expliqué à juste titre que 2023, ce n'était pas une année pour les vendeurs. Est-ce qu'on est sûr que 2024, c'est une année pour les vendeurs ? Pas plus, donc ça veut dire que 2024, il y aura aussi des plus-values probablement très faibles sur les cessions d'immeubles, a priori. Mais peut-être... Juste ma première question. Ma deuxième question, vous parliez de la BNP tout à l'heure. On lit les analyses prospectives de la BNP, de CBRE, ainsi de suite. Il y a une classe d'actifs aujourd'hui qui intéresse tout le monde, c'est la logistique, avec des taux d'occupation qui sont à quasi 100% dans les entrepôts, le e-commerce qui fait un boom terrible, la loi climat zéro artificialisation nette, donc il va y avoir une pression énorme sur le foncier. Donc est-ce que la classe d'actifs logistique vous irait de façon un peu plus importante qu'aujourd'hui? Alors en lien avec le commerce ou pas? Et ma deuxième question, c'est qu'aujourd'hui, l'un des grands enjeux, ça va être le foncier artificialisé, qui va prendre une grosse valeur, y compris des parkings, des grandes surfaces qui valaient rien, demain vont avoir une valeur parce qu'ils ont été artificialisés. Est-ce que
je veux dire, la stratégie foncière. Demain, est-ce qu'au fond, vous irez regarder autant le foncier que l'immobilier? D'accord. Alors, je vais d'abord répondre à la On première. va se répartir les réponses. Sur la... Je te laisse la première. Non, je prendrai la deuxième aussi. D'accord. Donc, sur la première, vous avez raison. En fait, une vente, c'est pas toujours une vente pour faire de la plus-value. Si on voulait faire de la plus-value, l'an dernier, on vendait nos hôtels aux Pays-Bas, on faisait 10 millions de plus-value, et pour le coup, malgré le contexte, on aurait pu les vendre. Une vente, c'est aussi évacuer un risque. On a parlé de Venlo qu'on vient de vendre, on fait 4,5 millions de plus-value, mais on évacue un risque parce qu'il reste 6 ans de bail. Les deux immeubles dont vous parlez, c'est un immeuble à Rennes, acheté en 2013 par la SCPI, où on a un bail 369, on ne l'a pas mis sur le marché. Il était pas un immeuble qui nous a donné un très bon rendement pendant... Ouais, qui nous a donné plus de 7,5 de rendement pendant 10 ans. On a un bail 369, on ne l'a pas mis sur le marché, on a reçu une offre opportuniste d'un investisseur local. On est sur un marché où les bureaux souffrent un peu. On a un bail 369, donc le locataire il peut partir très vite. Même si c'est 100 000 euros de plus-value, on prend. L'autre immeuble dont vous parlez, c'est un immeuble qui est situé à Logne, en région parisienne, qui avait été acheté en 2013. Locataire ministère de l'Intérieur, bail de 12 ans. En 2023, après énormément de discussions, on a réussi à renouveler ce bail pour 6 ans ferme. J'ai été impliqué directement dans les négociations, donc je peux vous dire à quel point ça a été compliqué, parce que l'État considère qu'il valorise énormément votre patrimoine en signant un bail dedans. Donc ça a été des discussions difficiles. Et donc on a pris la décision de le vendre. Et on est très content de l'avoir vendu. Et bon courage pour l'acquéreur. Et bon courage à l'acquéreur. Qui est l'acquéreur? Que je ne citerai pas, mais qui est une société de gestion de SCPI, voilà. Et donc on est très content de s'en être séparés. Donc on les a pas fait pour faire des plus-values. On a fait des plus-values, donc on est ravis. Elles vous ont été distribuées, mais on a surtout évacué des risques. Encore plus sur le dernier à Logne, le ministère de l'Intérieur est en train de se construire un siège national à Montpellier. Donc on pense en plus que dans 5 ans ils sont partis. Voilà. Et alors, ton propos est à relier avec le taux de vacances. Exactement. Parce que ce type de cession permet d'éviter d'aggraver un taux de vacances important. Voilà. Alors c'est pour ça qu'on a un taux de vacances qui est plutôt très bon. C'est qu'on joue sur ces arbitrages. On ne prend pas le risque locatif. Mais pour pouvoir faire ces arbitrages, faut-il encore, parce que derrière il faut réinvestir. Donc là aujourd'hui la période est faste. Mais c'est pour ça qu'à une époque on a limité la collecte, c'était qu'on puisse également se laisser la possibilité de céder et pas être étranglé par la collecte, être contraint d'investir quoi qu'il arrive. Et donc prendre la décision de ne pas céder pour éviter de se rajouter des contraintes complémentaires à l'investissement. Tout ça, c'est une boucle. Et votre question sous-jacente, c'est est-ce qu'il y aura d'autres ventes en 2024? Est-ce que ce sera des plus-values? Vous avez raison, en volume, ce ne sera pas pareil que 2022. Parce que honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, ce serait une erreur de vendre des immeubles à 80 millions d'euros. Et là, il y a un effet volume. C'est-à-dire qu'une plus-value sur un immeuble à 80 millions d'euros, même si en pourcentage, elle n'est pas très importante, elle va vous rapporter beaucoup d'argent. La plus-value du supermarché Eroski, c'est 42%. Mais on est sur un immeuble que nous, on avait payé en 2018, on l'avait payé 9 millions d'euros. Donc on vend 13 millions d'euros, c'est énorme comme plus-value. Mais en valeur absolue, bah oui, c'est moins important. On s'adapte, comme je disais, au marché actuel. L'important, encore une fois, c'est que ce soit de la bonne gestion. C'est qu'on évacue un risque et qu'on ne se prive pas de vous distribuer de la plus-value. Deuxième question, la logistique. Il va répondre à tout. Hein. Je crois qu'il avait envie. Non, je te laisse faire. Non, mais vous inquiétez pas, il va me corriger si je suis pas assez complet. La logistique, c'est exactement ce que Frédéric vient de dire sur les typologies d'immeubles. Quand tout le monde se précipite sur quelque chose, en général, c'est le pire moment pour y aller. Si je remonte dans l'histoire de Quorum, en 2014, 2015, 2016, on avait pas mal de logistique dans le patrimoine, ça représentait plus de 20%, ce qui est raisonnable. À l'époque, tout le monde nous critiquait en disant c'est facile, ils font 6%, ils ont que de la logistique. Personne n'en voulait. Il y avait une typologie d'immeuble qui était la star du marché, c'était le commerce. Ça s'est sensiblement inversé. Essor du e-commerce, vous l'avez dit, logistique. Nous, on n'a pas de problème à faire de la logistique. Il y a des beaux longs, il y a parfois de très très bons utilisateurs, de très bons locataires, c'est très intéressant. Mais acheter de la logistique à 7%, oui, ça fait sens. Si on a un bail très long, on le fera. Acheter de la logistique, comme la plupart des investisseurs le font aujourd'hui, malgré le marché, entre 4 et 5%, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui comme transaction, non. Ça n'a aucun sens. Ça reste un bâtiment de tôle. Et je rappelle que, vous l'avez très bien dit, il y a des normes ESG de plus en plus importantes qui font que les locataires aujourd'hui ne vont plus aller vers les bâtiments logistiques non performants. Et un bâtiment logistique non performant, comme je le disais, c'est de la tôle. Vous devez le remplacer de A à Z. C'est-à-dire qu'on est, comme vous le disiez, sur la valeur du foncier. Vous devez détruire et reconstruire. C'est un bâtiment qui devient obsolète tous les 10 ans, puisque les normes sont drastiques sur les hauteurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Donc oui, faire de la logistique, pourquoi pas? Mais honnêtement, moi, dans le contexte actuel, ma logistique, je vais préférer la vendre qu'en acheter. C'est plutôt ce qu'on va faire. On avait dit la même chose de la santé en 2019-2020, quand tout le monde voulait faire de la santé. Il y a eu l'affaire Orpea.
tous les biens de santé se sont écroulés en valeur. On a pu faire un beau coup d'ailleurs sur Quorum XL à ce moment-là, sur des maisons de santé. Et voilà, l'opportunisme, c'est très important, la diversification, c'est très important. Et pour ajouter un dernier point, Philippe, sur la logistique, si tu le permets, la logistique est une classe d'actifs très particulière. Moi, il se trouve que dans ma vie professionnelle, j'ai été utilisateur de logistique, j'étais locataire de propriétaires qui me louaient des entrepôts. Je peux vous dire que pour l'usager, la logistique, c'est vraiment ce qu'on appelle un utility, c'est-à-dire que c'est un bien de production, voilà, c'est un outil. Et c'est un type d'actif qui a une obsolescence extrêmement rapide. Il suffit d'un seul changement de réglementation, il suffit d'un changement de technologie. Par exemple, dans les outils de gerbage, vous savez, il va y avoir des nouveaux camions là, qui vont arriver en Europe, ce qu'on appelle les maxi-camions. On va pouvoir augmenter les tonnages, les volumes. Ça va complètement modifier, par exemple, toutes les entrepôts logistiques actuels qui ont des quais normés, ils deviennent obsolètes. Donc le risque de la logistique, c'est son obsolescence qui est très très forte. Et donc en contrepartie de ça, oui, c'est intéressant. Mais il faut qu'en face, il y ait une prime au risque. La logistique est plus risquée que d'autres types d'actifs. Et donc cette prime de risque, aujourd'hui, comme vous l'a dit Philippe, faire de la logistique à 4 ou 5%, ben, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que comme tout le monde va en faire, parce que tout le monde lit les mêmes études que vous, a décidé que c'est ce qu'il fallait faire, et puis ça attire des investisseurs, parce que comme tout le monde dit que c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, donc vous avez une masse d'argent qui s'investit là-dedans. Résultat des courses, ça vient détruire la performance, et donc votre risque n'est pas couvert. Et il y avait un dernier élément dans votre question qui était, est-ce que vous valorisez le foncier ? On a un très bon exemple sur ça. Oui, on regarde le foncier parce que c'est très important. L'immeuble de Francfort qu'on vend fin 2022, qui est la plus grosse plus-value réalisée par Quorum Origine, on aurait pu le vendre en bureau. C'était un immeuble, rappelez-vous, on l'avait acheté en 2015, il générait 7,5% de rendement pour votre SCPI. On avait un bail de 10 ans. Et quand on l'a vendu en 2022, il restait à peine 2 ans et demi de bail. On aurait pu faire une vente immobilière classique. On l'avait acheté 70 millions d'euros sur de l'immobilier. Comme la durée ferme du bail était courte, on l'aurait vendu 77, 78 millions d'euros. On aurait fait une belle plus-value. Mais on a regardé ce que valait le foncier. On s'est rendu compte qu'il y avait un nœud télématique juste à côté et que c'était possible d'avoir accès à ce qu'on appelle le courant. On s'est rendu compte qu'on pouvait faire ce qu'on appelle du data center, ce qui est très recherché aujourd'hui. Donc on n'est pas allé chercher des investisseurs immobiliers, on est allé chercher des investisseurs en data center, justement parce qu'on a valorisé le foncier. On l'a vendu à un spécialiste du data center qui a une filiale d'un très grand groupe américain qui s'appelle KKR, et on l'a vendu pour 95 millions d'euros. Ça veut dire qu'on a surperformé le marché purement immobilier de plus de 15 millions d'euros. Donc oui, le foncier, on le regarde et c'est essentiel dans notre analyse. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous pour vos questions. Je vous rassure, Florent, Philippe, Baptiste et Frédéric seront encore là tout à l'heure au moment du cocktail si vous avez d'autres questions pour eux. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Et nous allons maintenant accueillir Stéphane Lipski du cabinet Caillot de Douai associé pour le rapport du commissaire aux comptes. On attend le micro, c'est ça? Ne vous inquiétez pas, tout va arriver. Soyez le bienvenu. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vais vous donner une lecture très résumée des rapports du commissaire aux comptes qui se trouve en page 53 de la plaquette. Très résumé parce que ce sont des rapports qui sont normés et c'est pour toutes les sociétés et chaque année pratiquement la même chose. Notamment pour ce qui concerne le rapport de certification. Ce qui change, c'est quand on émet des réserves ou lorsqu'on refuse de certifier. Au cas particulier, l'opinion est la suivante. En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé. Je ne vous donnerai pas lecture du reste où en fait on définit le fondement de l'opinion, la justification des opérations, des appréciations, pardon, et toute une série d'autres vérifications. Deuxième rapport, qui est le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées. Les conventions sont de 3 sortes, elles sont décrites en page 55 de votre plaquette. Il y a commission de gestion, commission de souscription et commission d'arbitrage.
vous avez le détail des montants dans votre rapport. Voilà. Merci beaucoup, on vous remercie Stéphane Lipski.